Parfait, je vais commencer, puis si des personnes se joignent à nous, elles pourront arriver tranquillement. Donc, merci d'être présente et présent en aussi grand nombre aujourd'hui pour parler de la thématique du vieillissement en parallèle. Donc, aujourd'hui, nous allons évidemment parler du vieillissement en parallèle, mais également des besoins des familles. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter un peu le plan de la présentation d'aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, j'aimerais vous parler très rapidement du projet Revie. Ensuite, nous allons parler de vieillissement parallèle. Ensuite, nous allons parler des besoins des familles. Et puis, on va finir avec un dernier point sur la planification, puis l'importance de la planification dans un contexte de vieillissement en parallèle. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver dans la salle et qui a le micro ouvert. Est-ce que ce serait possible de l'éteindre, s'il vous plaît? Merci. Avant de commencer, j'aimerais faire un petit avertissement de contenu. Aujourd'hui, on va parler de sujets qui peuvent être un peu sensibles, comme le décès, la maladie, puis les hospitalisations. Donc, si vous vous sentez mal, à tout moment, vous pouvez quitter la réunion. Il n'y a absolument pas de problème. Donc, commençons avec une courte présentation du projet Revie. En fait, j'avais vraiment envie de vous expliquer un peu comment le projet Revie est né avant de pouvoir passer à la partie sur le vieillissement en parallèle. Donc, le projet Revie, c'est vraiment un projet qui est né sur le terrain suite au constat d'une organisation, Sans oublier le sourire, qui est une organisation du Centre-Sud à Montréal qui travaille auprès des personnes autistes et ou avec une déficience intellectuelle. Donc, Sans oublier le sourire et d'autres partenaires, en fait, se sont rendus compte que les personnes vieillissantes autistes et ou avec une déficience intellectuelle vivaient souvent plusieurs problèmes sur le terrain, quelques des problèmes lors de transitions entre milieux de vie, des problèmes quant au maintien d'habitudes de vie saines, puis aussi des problèmes d'accès à différents services. Donc, suite à ce constat-là, Sans oublier le sourire, décidé de faire différentes demandes de subventions afin de mener un projet qui lui permettrait de créer des outils pour favoriser le bien-vieillir des personnes, mais également de faire de la défense de droits. La subvention a été obtenue, puis la première phase du projet Revie a vraiment été une phase très prolifique dans laquelle plusieurs outils ont été créés afin de soutenir le bien-vieillir des personnes autistes et ou avec une déficience intellectuelle. Par contre, à un moment, Sans oublier le sourire, qui, rappelons-le, est un organisme du Centre-Sud à Montréal, s'est rendu compte que l'enjeu du vieillissement s'étendait largement au-delà du territoire desservi par Sans oublier le sourire. Et c'est la raison pour laquelle Sans oublier le sourire s'est tourné vers un nouveau comité porteur afin de porter la deuxième phase du projet Revie. Donc, présentement, on est dans la deuxième phase du projet Revie et j'espérais vous la présenter rapidement. Donc, comme je l'ai dit précédemment, la deuxième phase du projet Revie est portée par un nouveau comité porteur, puis je vous ai mis les membres du comité porteur à l'écran ici. Donc, le projet est porté notamment par Amélie Durand-Lot de la Société québécoise de la déficience intellectuelle, c'est la directrice générale. Le projet est également porté par Lauriane Etienne, qui est directrice générale de Proche Aidance Québec. Le projet est aussi porté par Lily Plourde, qui est la directrice générale de la Fédération québécoise de l'autisme. Et le projet est également porté par Élise Milo, qui est professeure et chercheuse à l'Université Laval à Québec. Donc, la raison pour laquelle le nouveau comité porteur est constitué vraiment plus de partenaires provinciaux, c'était pour faire justement du projet un projet à portée provinciale. J'avais aussi envie de vous présenter très, très, très rapidement nos axes d'intervention, pardon, de façon à ce que vous sachiez un peu ce qu'on fait dans le projet Revie. Donc, on a 4 axes d'intervention principaux et les voici à l'écran. Donc, dans un premier temps, l'axe sensibilisation et promotion, donc faire de la sensibilisation autour des enjeux qui sont vécus par les personnes vieillissantes, autistes et ou avec une déficience intellectuelle, mais également faire la promotion de bonnes pratiques pour favoriser leur bien-vieillir. On a également un axe défense de droits, donc faire en sorte que les personnes et les familles connaissent mieux leurs droits, mais aussi faire des revendications dans l'espace public de façon à ce que les choses changent. Nous avons également un axe recherche, donc c'est pour essayer de favoriser la tenue de projets de recherche participatifs sur le vieillissement des personnes autistes et ou avec une déficience intellectuelle, mais c'est aussi pour favoriser les transferts de connaissances entre les milieux de la recherche et les milieux preneurs, donc les milieux qui vont être les plus susceptibles d'être intéressés par les produits de la recherche.
Et puis finalement, nous avons l'axe concertation qui est juste au centre du schéma parce qu'en fait, la concertation est dans tous les aspects du projet Revie. C'est vraiment important de travailler ensemble pour développer une compréhension commune des enjeux qui sont vécus par les personnes vieillissantes autistes et ou avec une déficience intellectuelle, mais aussi parce que nous avons besoin vraiment de plusieurs expertises pour faire face au phénomène du vieillissement des personnes autistes et ou avec une déficience intellectuelle. Donc, merci d'avoir écouté cette courte présentation sur le projet Revie. On va maintenant passer au vif du sujet en parlant du vieillissement en parallèle. Donc, avant de commencer à parler du vieillissement en parallèle, j'espérais faire une petite mise en contexte, en fait, pour expliquer pourquoi est-ce que le vieillissement en parallèle est un phénomène qui est assez récent et pourquoi est-ce que c'est important de s'en préoccuper. Donc, voici la mise en contexte. En fait, du côté de la déficience intellectuelle, depuis quelques années seulement, les personnes qui ont une DI vont avoir une meilleure espérance de vie, et ce, grâce aux progrès qui sont réalisés au niveau de la médecine, de la santé, des services sociaux. Du côté de l'autisme, les diagnostics en autisme vont être assez récents. Donc, en effet, l'autisme est un diagnostic récent, ce qui fait en sorte que plusieurs personnes âgées qui n'ont pas forcément de diagnostic d'autisme, mais qui sont autistes. Il y a également des personnes qui vont avoir des diagnostics tardifs et puis qui vont devoir apprendre à réorganiser leur vie au moment du diagnostic à un âge assez avancé. On sait aussi que les personnes autistes et ou avec une déficience intellectuelle vont aussi assez souvent vivre un vieillissement précoce, ce qui veut dire qu'elles vont vivre les effets du vieillissement de façon prématurée, donc avant le reste de la population. Et puis finalement, les connaissances autour du vieillissement des personnes autistes et ou avec une déficience intellectuelle sont assez limitées en raison de la nouveauté du phénomène. Je vais maintenant passer à la courte définition du phénomène du vieillissement parallèle. Donc, je voulais d'abord commencer par rappeler que c'est un phénomène, en effet, qui va émerger avec, d'un côté, l'amélioration de l'espérance de vie et de l'autre côté, les nouveaux diagnostics du côté des personnes autistes. Donc, qu'est-ce que c'est le vieillissement parallèle? En fait, c'est pas très compliqué. En fait, c'est quand les personnes autistes et ou avec une déficience intellectuelle vont vivre les effets du vieillissement, pardon, en même temps que leurs proches. Ce qui va créer des situations où le vieillissement d'un des parties va avoir une influence sur le vieillissement de l'autre partie et ça va également créer des situations de dépendance. Donc, c'est plus ou moins clair comme ça. Donc, j'espérais vous montrer un petit schéma visuel de façon à ce qu'on puisse un peu mieux comprendre ce que ça veut dire, mais on va aussi prendre la peine de donner quelques exemples. Donc, ici, on a le petit schéma. Les différentes bandes de couleurs vont représenter la vie des personnes. Puis là, ici, j'ai mis trois types de personnes. Donc, il y a les parents, il y a les personnes autistes et ou avec une déficience intellectuelle qui sont aussi évidemment les enfants des parents. Il y a la fratrie qui va être composée des frères et sœurs. Donc, par exemple, ici, on peut voir qu'un parent qui est né en 1950 va commencer à vieillir autour de l'âge de sa retraite, donc autour de 65 ans. Ce qui fait en sorte que la période vieillissante ici va être autour de 2015. Pour la personne autiste et ou avec une déficience intellectuelle qui est née en 1970, en raison du vieillissement précoce, elle va commencer à vieillir plus tôt que ses parents. Ce qui fait en sorte qu'il va y avoir un vieillissement en parallèle du côté du parent et de l'enfant autiste et ou avec une déficience intellectuelle parce qu'elles vont vivre les symptômes du vieillissement en même temps. Les symptômes ne vont pas forcément être les mêmes, mais il va y avoir des signes du vieillissement qui vont teinter l'expérience des personnes. J'ai également mis avec la bande de la fratrie l'exemple du vieillissement des frères et sœurs. Donc, on peut supposer ici que la fratrie ici serait neurotypique, par exemple, ce qui prend en sorte que la fratrie aurait également un vieillissement ou une période vieillissante qui commence autour de 65 ans, ce qui fait en sorte que la période vieillissante va commencer un peu plus tard que pour le frère ou sœur qui va avoir un diagnostic de déficience intellectuelle ou d'autisme, mais qu'à un moment ou un autre, toute la famille va être vieillissante et toute la famille va vivre les effets du vieillissement d'une façon ou d'une autre.
Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à ce schéma? Parfait. S'il n'y a pas de questions, je vais donner des exemples. Donc, passons maintenant aux exemples. J'ai mis quelques exemples, mais si vous avez des exemples de votre côté, ça me fait vraiment plaisir d'en savoir plus sur peut-être des situations que vous avez vécues ou dont vous avez été témoin. Donc, premier exemple d'une personne avec une déficience intellectuelle de 60 ans qui habite dans son milieu naturel avec ses parents. Donc, on peut supposer qu'elle habite dans la maison dans laquelle elle a habité toute sa vie. La personne avec une DI qui est l'enfant du parent va réaliser certaines tâches ménagères à la maison pour prendre soin de son parent. De son côté, le parent va assurer les déplacements de son enfant pour que son enfant puisse se rendre à ses rendez-vous médicaux. Ici, on voit qu'il y a une situation de dépendance parce que les deux parties vont se rendre des services mutuels. Puis le fait que cette relation existe va permettre aux personnes de rester certainement plus longtemps dans leur milieu naturel ensemble, donc de vivre plus longtemps à la maison. On a également un autre exemple avec la fratrie. Donc, par exemple, la fratrie pourrait rendre visite de façon hebdomadaire, donc une fois par semaine, aux parents qui vont nouvellement être installés dans une résidence pour personnes âgées. Donc, suite au déménagement, la personne autiste qui vivait avec ses parents a elle aussi dû déménager, ce qui fait en sorte qu'elle a besoin d'un certain soutien de la part de ses frères et sœurs. Donc, la fratrie va également apporter du soutien à la personne vieillissante autiste à raison d'une fois par semaine. Donc, ici, la fratrie va devoir d'un côté s'occuper des parents vieillissants, mais également de la personne vieillissante autiste qui va être nouvellement autonome. Est-ce que de votre côté, vous auriez des exemples de situations où les personnes vivent un vieillissement en parallèle, puis l'effet que ça peut avoir aussi sur la vie des gens, le fait de vivre des situations de vieillissement en parallèle? Oui, Ariane. Une situation qu'on avait vécue, ça fait quand même peut-être 2, 3 ans, là. Euh, C'était une personne qui elle vivait avec une déficience intellectuelle, elle habitait chez ses parents, qui étaient quand même âgée. La dame avait dans la cinquantaine, puis ses parents avaient tu sais, proche de 80. Là, même je pense que le père était rendu dans le 80. Fait que parents quand même très vieillissants. Elle aidait beaucoup à la maison. Mhm. Puis cette dame-là, en fait, était venue nous voir parce qu'elle venait de prendre sa retraite, elle venait comme de terminer son travail. Puis elle avait le goût de faire plein de loisirs, tout ça, sauf qu'ils habitaient pas dans ils habitaient un peu plus éloignés de la ville, fait que le transport en commun se rendait pas chez elle, puis ses parents conduisaient pas le soir, Mhm. fait qu'elle pouvait plus, puis elle avait pas accès au transport adapté à cause qu'elle était trop autonome, fait que ça faisait que elle avait pas vraiment de possibilité de se déplacer, mettons, en soirée pour aller à des activités de loisirs ou sortir avec ses amis. Fait que ça faisait qu'elle s'est comme de plus en plus isolée parce qu'elle suivait un peu tout le temps ses parents, mais ses parents étaient aussi, tu sais, vieillissants, ils faisaient un peu moins de loisirs, tout ça. Fait que ça a fait que, en fait, ça a été compliqué pour elle, justement, de pouvoir comme profiter pleinement de sa retraite euh, alors qu'elle avait plein de temps pour pouvoir faire du bénévolat puis faire des loisirs versus ben, rester à la maison avec ses parents qui étaient vieillissants aussi. Puis même principe pour les parents, ben, c'était avantageux de l'avoir à la maison parce qu'il permettait justement que eux puissent rester plus longtemps dans leur domicile plutôt que de devoir quitter. C'est un très bon exemple, puis on va parler de retraite plus tard. Donc, je suis heureuse que tu en aies parlé à Ariane, pardon. Merci. Il y avait d'autres exemples de situations où une famille vivrait un vieillissement en parallèle. Sinon, on peut passer également au reste de la présentation. Parfait. On va passer au reste de la présentation. Je voulais faire un court récapitulatif justement des personnes qui sont concernées par le phénomène du vieillissement en parallèle. Donc,
Évidemment, les personnes autistes et ou avec une déficience intellectuelle vont être concernées par le phénomène, notamment parce qu'elles vont vivre les effets du vieillissement de façon précoce, mais aussi parce qu'elles vont vivre beaucoup d'inquiétudes en lien avec leur propre vieillissement et celui de leurs proches. Il y a également les parents et la fratrie qui vont être concernés par le phénomène du vieillissement parallèle parce que le vieillissement, par exemple, des parents va souvent entraîner une baisse d'énergie. Donc, évidemment, à mesure qu'on vieillit, notre énergie s'amenuise, ce qui fait en sorte qu'on a moins de temps peut-être à donner à certaines activités, malheureusement. Les parents vont également être inquiets pour le futur de leurs enfants, évidemment, à cause du peu d'opportunités en fait en place pour les personnes vieillissantes, autistes et ou avec une déficience intellectuelle. Et finalement, la fratrie va être un peu coincée dans un sandwich où elle va devoir s'occuper des parents qui sont vieillissants, mais également de la personne vieillissante. Donc, je vais maintenant parler assez rapidement des besoins. Puis, c'est très important de parler des besoins aujourd'hui parce que les besoins nous permettent d'organiser plein de choses, comme les services qu'on offre aux familles, par exemple, ou les services de santé qu'on offre à la population. Et ça permet également de réfléchir d'un point de vue un peu plus individuel à comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que nos besoins soient pris en compte. Donc, je vais commencer avec les besoins des personnes autistes et ou avec une déficience intellectuelle. Donc, dans un contexte de vieillissement en parallèle, les personnes vont vraiment avoir besoin d'activités adaptées et de moments de socialisation. Puis là, ici, ça fait un peu écho à ce qu'Ariane disait plus tôt. Puisque les personnes, par exemple, vont être nouvellement à la retraite, puis qu'elles n'auront pas beaucoup de moments de socialisation ou d'occasion d'être actives, c'est important de mettre en place des activités qui vont prendre en compte les besoins des personnes, mais de façon intersectionnelle. Donc, des activités qui vont d'un côté être adaptées au vieillissement, mais aussi adaptées au diagnostic d'autisme ou de déficience intellectuelle. Les personnes ont également besoin, à mesure qu'elles vieillissent, d'outils pour favoriser la communication autour des changements qui vont prendre place lors de la vieillesse. Puis ces changements-là vont vraiment être multiples, que ce soit des changements biologiques au niveau du corps ou encore la transition d'un milieu de vie à un autre, qui peut être très difficile, ou encore une fois, le passage à la retraite, ça va potentiellement créer des émotions négatives chez les personnes, puis ça pourrait être très difficile de communiquer ces émotions négatives-là. Donc, c'est important d'essayer de favoriser la communication. Ici, on a également les services adaptés. Donc, puis par service adapté, c'est évidemment très large, mais c'est important de mettre en place des services adaptés dans les centres de jour, par exemple, mais également dans tous les milieux qui accueillent les personnes vieillissantes, autistes et ou avec une déficience intellectuelle. C'est aussi important du côté du système de la santé et des services sociaux d'essayer de mettre en place des services adaptés, dont des besoins de soutien à domicile, par exemple. Puis on sait qu'on est dans une période de coupure, malheureusement, mais si on veut que les personnes puissent vivre le plus longtemps chez elles, en présence de leurs parents, c'est important d'apporter une aide domestique, notamment. Donc, que ce soit au niveau du ménage, de la préparation de repas. Et puis, finalement, on a vraiment besoin de soutien lors de la planification. Puis, je vais parler plus loin de ce que c'est la planification, puis de pourquoi c'est important. Mais ce que je voulais dire ici, c'est que les personnes vont vraiment avoir besoin d'être soutenues lors de la planification du passage vers la vieillesse, dont nous allons parler plus tard. Je vais également parler des besoins des familles. Donc, évidemment, à mesure que les parents vieillissent, les familles vont vraiment avoir besoin de plus en plus de services de répit pour avoir le temps de se ressourcer, de se retrouver avec eux-mêmes en raison du vieillissement. Les frères et sœurs pourraient également avoir besoin de services de répit puisque, comme nous l'avons dit plus tôt, elles vont être un peu coincées dans un sandwich où elles vont devoir s'occuper des parents vieillissants, mais également de la personne autiste et ou avec une déficience intellectuelle, ce qui fait en sorte que les services de répit sont plus qu'essentiels dans ce contexte. Et évidemment, ça vaut aussi pour les parents, donc besoin de plus de soutien à domicile, donc toutes sortes de services, un peu comme je l'ai dit plus tôt. Les parents vont également avoir besoin de plus de services de soutien qui vont répondre à des besoins émotionnels et psychologiques.
Là, ça fait un peu écho aux inquiétudes des parents par rapport au vieillissement de leurs enfants. Donc, leur permettre de parler de leurs inquiétudes. Puis finalement, encore une fois, des besoins lors de la planification dont nous allons parler. Est-ce que de votre côté, vous pensez à des besoins que j'aurais pas nommés? Euh, J'essaie de documenter les besoins des familles, donc ce serait l'occasion idéale pour essayer de parler des besoins des familles dans un contexte de vieillissement parallèle. Oui, Marie-Christine. Oui, ben, je dirais, il y avait là, l'angle, bien sûr, du soutien psychosocial, mais j'aurais tendance à inclure là-dedans toutes les activités de groupe, Mhm. tu sais, de soutien par les pairs, parce que je pense que c'est important que les personnes à ce moment-là soient bien en contact avec d'autres personnes qui vivent une situation similaire pour se sentir un peu moins seules. Je pense que l'approche là, du soutien par les pairs peut être très intéressante aussi. Oui, c'est une très bonne intervention. D'ailleurs, il y a quelques organisations qui ont déjà du soutien par les pairs pour les parents vieillissants. Ça se fait déjà. Merci beaucoup. Ariane? Je pense que le besoin d'information Mhm. aussi et de connaissance des services est présent chez les familles, dans le sens qu'on a bien beau, en tant qu'organisme, par exemple, offrir plein de services pour les familles, pour les proches aidants, pour les personnes elles-mêmes, mais si ces familles-là, ces personnes-là, puis ces proches aidants-là sont pas au courant, ça sert à rien de les avoir. Fait je pense qu'il y a un besoin de justement de transmission d'informations, puis de permettre aux familles justement de pouvoir avoir comme l'opportunité du choix aussi de savoir qu'est-ce qui se fait, quel genre de services ils peuvent avoir, oui, Mhm. mais au CIUS, mais avec les organismes communautaires, avec les organismes en loisirs, puis tout ça, pour pouvoir justement y trouver réponse à leurs besoins. Oui, en effet. Puis c'est difficile de diffuser les informations de façon synthétique, vulgarisée aussi. Donc, il y a du travail à faire à ce niveau-là, certainement. Merci beaucoup. Marianne? Allô? Ben, Coucou. c'est drôle que ce que Ariane vient de dire parce que c'était exactement ça que j'avais en tête. C'était comme la clé du labyrinthe, du CIUS, là. Et on pouvait vulgariser ça pour faciliter l'accès au service. Puis aussi, que les parents osent sortir de la cloison des ITSADP. Parce que des fois, tu sais, moi, je pense à des familles dans nos activités pour qui une aide en nutrition, ça pourrait aider pour freiner des effets du vieillissement ou encore de l'activité physique. Là, je sais qu'il y en a de mon groupe qui sont là, que les oreilles doivent sciller d'ailleurs, mais la promotion de l'activité physique, puis des services de base, tu sais. Sauf que souvent, c'est tellement complexe d'avoir des services en DI qu'on oublie les autres sphères, mais auxquelles les personnes ont le droit aussi, là. Mm. Oui, et puis le diagnostic de déficience intellectuelle ou d'autisme prend souvent malheureusement toute la place, alors que ça ne devrait pas Exact. être le cas, oui. Merci, Marianne. Marie? Oui, moi j'abonde dans le même sens que la dame qui vient de parler. Des cours de nutrition, c'est super important. Puis l'activité physique pour justement demeurer en bonne santé. Puis malgré qu'on en ait parlé, je pense, une partie de la vie de nos enfants, il reste que quand ils deviennent autonomes ou qu'ils s'en vont de leur côté, sont un peu comme tout le monde, là. Ils mangent qu'est-ce qu'ils aiment quand ils veulent, puis tout ça. Puis, mais résultat, souvent, il y a une prise de poids quand même assez importante. Puis, euh, c'est ça. Je pense qu'il faut faire attention à ça pour la population générale et aussi pour nos personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle ou de l'autisme. Oui, c'est vrai que la prévention en santé, c'est aussi très, très important. Merci beaucoup, Marie, pour le commentaire. Est-ce qu'on avait d'autres interventions sur les besoins des personnes et de leur famille? Parfait. Je vais passer alors à la partie sur la planification, puis ça va nous laisser le temps de parler un peu à la fin de la présentation. Donc, la
planification. Puis c'est un peu mon cheval de bataille dans le projet Revie, l'importance de la planification parce que ça a tellement de bienfaits pour les personnes, mais également pour les familles. Donc, je voulais parler aujourd'hui de l'importance de la planification justement dans un contexte de vieillissement parallèle. Donc, en fait, la planification va notamment permettre de réfléchir aux besoins de toutes les personnes qui vont être touchées par le vieillissement. Donc, en planifiant en famille, on a l'occasion de penser justement aux besoins des personnes, mais aussi aux besoins des parents, aux besoins des frères et sœurs. La planification va également permettre de discuter des changements à venir à plusieurs égards, donc que ce soit les changements qui vont être vécus par la personne et au niveau de son corps, mais aussi les changements dans la structure familiale. Donc, qu'est-ce qui va se passer, par exemple, si une personne décède ou qu'est-ce qui va se passer si les parents vont emménagent dans une résidence pour personnes âgées? C'est également l'occasion de parler ouvertement des changements qui vont être vécus lors des moments de transition. Donc, les changements qui vont être vécus, par exemple, lors du passage à la retraite. Qu'est-ce que ça fait de passer à la retraite? Qu'est-ce que ça veut dire de passer à la retraite? La planification va également être importante pour partager les responsabilités au sein du réseau de la personne. Donc, justement, faire en sorte que les responsabilités ne reposent pas seulement sur une personne, mais bien au sein de toutes les personnes qui sont impliquées dans la vie de la personne. Puis là, ici, la planification va certainement dépasser largement la cellule familiale. On peut également impliquer des professionnels, des intervenants, des intervenantes dans la planification de façon à s'assurer que la transition vers la vieillesse se passe bien. Puis finalement, et ça c'est très important, mais la planification, puis le fait de parler ouvertement justement du vieillissement de tout le monde va permettre de limiter les inquiétudes, donc autant celles des personnes que celles des proches. Et c'est vraiment très important dans la mesure où l'aspect inquiétude revient très, très souvent quand on commence à parler de vieillissement avec les personnes dans la communauté. Je voulais également donner des exemples de qu'est-ce qu'on peut planifier ici pour que ce soit peut-être un peu plus concret. Donc, évidemment, important de planifier la retraite parce que tout le monde prend sa retraite un jour ou l'autre, peu importe le type d'activité qu'elles font. Donc, s'assurer que les personnes sont à la retraite, elles puissent justement rester actives, prendre part à des activités, avoir un rôle social actif. C'est également important de planifier le milieu de vie de la personne. Puis ça, on sait que c'est très difficile parce que les personnes n'ont pas forcément beaucoup d'opportunités en matière d'habitation. Mais c'est important de réfléchir à où la personne va habiter s'il y a un déménagement ou s'il y a une transition d'un milieu de vie dit naturel vers un milieu de vie alternatif. C'est également important de planifier les moyens financiers de la personne, surtout dans un contexte potentiellement de retraite. Donc, est-ce que la personne va avoir les moyens financiers suffisants pour subvenir à ses besoins? Puis, si ce n'est pas le cas aussi, qu'est-ce qu'on peut faire pour que la personne, malgré tout, s'en sorte le mieux possible? C'est également important de planifier les activités de la personne. Ça fait un peu écho à la retraite, mais s'assurer justement que la personne puisse réaliser des activités qu'elle aime, qui la stimulent. Également important de planifier les moments de socialisation, donc pour éviter évidemment que la personne soit seule. Surtout que la socialisation va permettre de maintenir plein d'acquis, mais également de partager des expériences vécues en lien avec le vieillissement, notamment. Et puis finalement, un peu plus l'aspect légal avec les questions en lien avec la tutelle. Donc, qui va avoir la garde légale de la personne? Est-ce que la personne est capable de prendre des décisions par elle-même? Puis finalement, la planification, puis je pense que je vais terminer la présentation là-dessus, puis après on pourra discuter le vieillissement en parallèle, mais la planification va aussi vraiment permettre à la personne de nommer ses souhaits, de parler de ses valeurs, de façon à faire en sorte qu'elle vieillisse de la façon dont elle a envie de vieillir. C'est très important de laisser l'espace aux personnes justement de parler de comment elles souhaitent vieillir, de façon à ce qu'elles puissent s'épanouir tout au long de leur vieillissement. Je vais arrêter mon petit partage d'écran. Puis, oui, je me demandais, est-ce que vous avez des questions sur le vieillissement en parallèle? Oui, Marie-Christine. Oui, est-ce que
tu as des outils à nous suggérer justement pour aborder ce sujet-là avec les personnes qui ont une déficience intellectuelle? J'ai pas entendu le début de la question, je suis désolée. Est-ce que ce serait possible de répéter? Oui, peut-être si les personnes que leur micro est ouvert veulent le fermer, ça fait Oui, un retour de son. oui, je vais le fermer de mon côté. Ah, merci. Ça va aider. OK. Donc, ma question était, est-ce que tu as des outils à nous suggérer justement pour aborder ce sujet-là avec les personnes qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme? Spécifiquement, le sujet du vieillissement parallèle. Oui, ou du vieillissement tout court, là. OK, parfait. Oui, il y a plusieurs outils qui ont été créés, des outils qui ont été créés par Revie. Il y a notamment sur notre site web, il y a un guide en communication claire qui a été réalisé pour les personnes autistes et ou avec une déficience intellectuelle. Mais il y a un onglet aussi qui s'appelle Comprendre le vieillissement qui permet de s'adresser un peu plus aux personnes qui vont graviter dans la vie des personnes. Puis, en fait, on a choisi 6 thématiques qu'on a résumées de façon assez synthétique, de façon à ce que ce soit assez vulgarisé. Mais il y a également d'autres acteurs qui ont produit des super outils, dont Vivre Grand. Donc, je salue Ariane qui est ici aujourd'hui, qui a travaillé sur beaucoup d'outils sur le vieillissement des personnes autistes et ou avec une déficience intellectuelle. Puis, leurs outils sont disponibles sur leur site web également. Il y a également l'AMDI à Montréal qui a fait un guide qui date un peu, mais qui est super complet sur le vieillissement. Je sais que le guide est disponible sur le site de la Grande Bibliothèque. Puis certainement... Peux-tu répéter le nom de l'organisme? Oui, l'AMDI. L'AMDI. Oui, OK. AMDI. Puis finalement, on a également créé avec le projet Revie, ou plutôt le projet Revie a créé lors de sa première phase un outil qui est disponible sur le site web de l'accompagnateur, qui est littéralement un coffre à outils. Puis c'est conçu sous la forme d'un fichier Excel dans lequel c'est possible de trouver plusieurs thématiques en lien avec le vieillissement. Puis il y a plus de 160 outils qui sont je l'ai consulté, okay, c'est une mine d'or d'informations. Merci pour ça. Super. Je pourrais aussi vous envoyer plus de liens à la suite de cette rencontre. Il y a aussi Samuel dans le chat qui fait un commentaire pertinent. Il y a plusieurs outils qui ont été créés par le CREGES. Donc, c'est possible de les trouver aussi sur le site web du CREGES dans l'onglet. Excellent. Merci pour les suggestions. Avec plaisir. Il y avait d'autres questions en lien avec le vieillissement en parallèle. Ah oui, j'oubliais, il y a aussi le RP21 qui a plusieurs outils sur le vieillissement. D'ailleurs, le RP21 va lancer des outils le 7 mai prochain. En soirée, je crois que c'est à 19 h en ligne. Il y aurait moyen de s'inscrire à ce lancement aussi pour en savoir plus sur le vieillissement et la trisomie 21. D'autres questions en lien avec le vieillissement en parallèle ou même d'autres sujets? Ça me ferait plaisir de répondre. Ou si d'autres personnes voulaient partager des expériences aussi qu'elles ont vécues sur le terrain, je pense que ça permet. Oui, Marianne. Oui, ben, par expérience, je sais aussi que à chaque fois qu'un groupe fait une présentation sur toute la planification financière, aussi la préparation là, en avance, il y a, tu sais, c'est toujours complet là. Il y a beaucoup de gens, puis il y a beaucoup de données, puis tu sais, les situations varient en fonction de l'autonomie aussi des enfants, des adultes qui ont une DI. Fait que en tout cas, il y a beaucoup de choses particulières. Puis de mon côté, tu sais, ce que je voulais vous partager, c'est que avec le groupe de parents, ils se sont vraiment échangés des conseils très précis. Comme entre autres, je me rappelle d'une conversation sur le REI. Tu sais, que ça l'avait généré des beaux échanges entre eux. Tu sais, je pense que le par et pour est souvent moins épeurant pour les parents. Puis en fait, c'est qu'il y a quelque chose qui se comprenne. Moi, au début, j'avais des gros sabots quand même, puis j'arrivais avec
des conseils, des choses des choses à prévoir, à planifier, puis tout ça. Puis finalement, je me suis rendu compte que c'est pas moi, là, Marianne, qui va les convaincre de penser à l'hébergement. Tu sais, si, il y a peut-être des raisons qui fait qu'ils veulent pas aller là, puis ces raisons-là sont tout à fait valables. Fait que c'est aussi, je pense que de pousser sur le par et pour dans les organismes, c'est super important. Puis, une autre expérience qui pourrait être pertinente, c'est que dans les associations pour personnes 50 ans et plus, ils sont toujours vraiment bien reçus. Les parents, s'ils viennent avec leurs adultes, en tout cas, moi j'ai vu plein de belles affaires, puis ça peut ouvrir des réseaux de solidarité puis des réseaux d'entraide, puis aussi normaliser, puis la présence d'une personne qui a une déficience intellectuelle, même si elle n'a pas 50 ans, dans un groupe de 50 ans et plus, ça peut amener quelque chose de vraiment le fun, là, puis intéressant. Fait que des fois, je pense que d'encourager nos membres ou vous, là, les familles à fréquenter d'autres lieux où est-ce que c'est moins habituel qu'il y ait des personnes qui ont une DI, ben ça peut être vraiment un plus. Voilà. Oui, merci beaucoup, Marianne. D'ailleurs, s'il n'y avait pas d'autres questions, Marianne, est-ce que tu pourrais un peu nous parler du projet Parachute, peut-être? Ça pourrait peut-être inspirer quelques personnes ici présentes. Ben oui, ça tombe bien, je suis avec Isabelle. Elle se cache, là, elle recule sa chaise, tu sais, puis je suis comme, non, non. Dans le fond, le projet Parachute, c'est né pendant la COVID. Les activités, là, c'était arrêté ou c'était des mini-groupes, fait qu'on s'est mis à se rejoindre au parc, puis à prendre des marches ensemble. Puis après ça, ben là, les mesures étaient plus serrées, fait que là, on s'est mis à, puis c'était l'hiver, je pense, en tout cas. Bref, on s'est mis à faire des rencontres sur Zoom. Puis l'idée, c'était que les parents s'impliquaient de plus en plus dans cette organisation-là. Là, il y en a une couple de cachés dans le groupe, là, mais... Comme je me souviens qu'au départ, on faisait des voyages, tu sais, Brésil, puis là, ben, les parents se déguisaient avec leurs enfants, puis là, on faisait un zoom sur le Brésil. Bref, et puis, fait qu'on a fait beaucoup de voyages comme ça, puis au départ, le focus était beaucoup porté sur leurs enfants, mais pendant la période de la COVID, ben, il y en avait qui conduisaient, il y en avait qui n'avaient pas de voiture, puis là, les parents se sont mis quand même à s'aider sur des trucs très précis. Puis ensuite, ça a été de construire ça s'est perpétué dans le temps, puis ça s'est, au fur et à mesure que les mesures COVID s'assoupissaient, ben on a formé ce groupe-là, invité aussi des invités spéciaux pour faire des activités spéciales. Puis il y a toujours comme une période où est-ce que il y a le groupe de parents qui est séparé de leur groupe de leurs enfants. Puis après, il y a une période où est-ce qu'on marche tous ensemble dans un centre intérieur l'hiver ou au parc l'été. Puis à la fin, ben c'est le moment tant attendu de la semaine. Le tournoi de poche! Puis, fait que on finit la rencontre en jouant aux poches avec leurs enfants puis tout ça. Puis on invite aussi des gens de l'extérieur à se joindre. C'est un rendez-vous hebdomadaire qui est devenu précieux parce que c'est une bonne occasion de créer des liens mais de discuter. Puis des fois, il y a eu des sujets qui étaient pas faciles. Il y a eu beaucoup d'informels aussi. Puis ben, l'idée, c'est de les responsabiliser le plus possible dans cette activité-là. Puis ça a fonctionné parce que ça fait quand même plusieurs années que quand l'organisme est fermé pour l'été, le groupe continue à se voir quand même. Ou à l'hiver, ils se voient, ils se sont fait un souper de Noël. Là, fait que c'est ça. Ouais. Oui, c'est une belle histoire à succès qui montre justement que c'est possible de créer des situations où on s'aide entre pairs. C'est vraiment chouette. Ouais, puis ça, ben c'est une belle histoire à succès, mais en même temps, tu sais, c'est une histoire aussi qui a des gros défis liés au vieillissement, justement. La condition des familles n'est pas la même que quand on a débuté le projet. Fait que, ben, on a perdu des plumes, tu sais, il y a des morceaux qui peuvent plus, des morceaux, il y a des personnes qui peuvent plus fréquenter l'activité. Fait qu'on supporte autrement, tu sais, le vieillissement parallèle a vraiment un fort impact
quand même si on est là pour faciliter certaines choses, puis en parler, adresser des choses, tu sais, je dirais qu'on le vit dans les dents, là. Mhm. Ouais, Oui. Merci beaucoup pour le partage, Marianne. plaisir. Il y a aussi Francine qui a levé sa main. Oh, elle va... Une joueuse. Là, Francine, elle, moi, je la connais bien, puis je sais que des fois, elle a besoin d'un petit support technique. Fait que, Francine, ouvre ton micro en bas, à gauche, et puis ta caméra sur vidéo. Euh, Ah, super. oui, effectivement. Yes, notre Francine, c'est bon. Oui, c'est la bonne. Exemple de vieillissement parallèle, oui, au niveau de la technique. Pour faire partie du groupe Parachute, ce fut vraiment un support autant émotionnel que actif. Euh, et dans l'ensemble, ici, je sens qu'on parle beaucoup de personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle légère. Il faut aussi penser aux personnes qui sont, bon, on peut pas dire le mot avec un défi plus important, qui vivent avec des défis plus importants. Et à ce niveau, les ressources sont peut-être moins présentes ou c'est beau le tableau, c'est un constat que l'on fait d'après que je vois, mais les ressources au niveau social et ministre provincial ne sont pas nécessairement au rendez-vous. Quand on parle de personnes vieillissantes en parallèle, oui, on peut être actif et le constat est très réel. Autant que le parent vieillit, l'enfant est moins, ben, l'enfant est moins actif. Mais le fait aussi que souvent la société les met à l'écart. J'ai l'opportunité de vivre avec des personnes de 60 ans, de 70 ans, qui ont quand même du potentiel, mais elles sont souvent à cet âge, elles n'ont pas nécessairement besoin d'activités ou de ressources. En tout cas, c'était un peu qu'est-ce qu'on fait avec les défis que cela présente. On a, moi, je constate que oui, là, c'est bien effectivement le portrait que l'on peut se faire euh, du réseau présentement, mais qu'est-ce qu'on fait pour améliorer la situation? Parce que bon, quand on parle d'hébergement et de ressources, c'est un des points forts parce que sans dénigrer ce qui se passe dans les ressources, on sait que euh, c'est pas toujours évident et on a beau faire des représentations, dire oui, il est porté à l'actif, mais si on visite souvent ces ressources, ce n'est pas effectivement ce que les personnes qui vivent avec une DITSA, euh, ce qu'elles vivent. Elles sont plutôt un peu, un peu laissées à elles-mêmes. Les gens n'ont pas le temps, n'ont pas les connaissances. Bon, excusez, je ne vais pas prendre trop de temps non plus, mais c'est un peu mon opinion à ce sujet. Oui, et merci beaucoup pour le partage. D'ailleurs, j'avais peut-être envie de rebondir sur l'un de vos commentaires que vous avez fait par rapport au fait que les ressources sont destinées à des personnes de 60, 65 ans. Ça fait vraiment partie de nos revendications, faire en sorte que le vieillissement précoce soit reconnu puis que les ressources soient disponibles plus tôt. On travaille là-dessus. Ouais. Ou Très même important. le parent ayant vécu avec son enfant toute sa vie n'est pas n'est pas prêt à vivre cette séparation. Quand on Mhm, parle de soutien émotif, c'est ça, à savoir c'est le mhm, cahier de charge, on dit oui, il y a besoin de ça, mais on sait fort bien que mhm, ce sera plus ou moins tenu en compte au début.
pour dire, ah oui, on l'a. Oh, ça a coupé de mon côté. Je sais pas si... Ben, je voulais juste dire une petite chose, Oui, Karianne, bien sûr. à propos de Francine. Tantôt, elle a mis le doigt sur quelque chose aussi qui est Mm. super important, puis un constat, c'est la fracture technologique, là. Oui. Mhm. Euh, pour certaines personnes, leurs adultes sont beaucoup plus autonomes sur la tablette, sur le téléphone, puis ça devient comme la seule chose qu'ils font, mais les parents ont pas le contrôle, un peu comme dans n'importe quel portrait familial en ce moment. Mhm. Mais il y a aussi le fait que pour les parents, ça devient difficile de suivre certaines activités ou de... Ouais. Fait que dans les besoins, là, on pourrait l'ajouter là. Oui, certainement. Puis une nécessité de ne pas passer au tout numérique aussi. Là, je sais que c'est quelque chose vers lequel on a tendance à tendre, mais ça serait que accentuer justement des fractures déjà existantes. Merci, Marianne. Il y avait d'autres commentaires ou d'autres questions sur le vieillissement en parallèle, ou des partages d'expériences? On va l'enlever, hein, OK. Ah oui, Marie. Ben, moi, je voulais juste dire qu'il peut y avoir du vieillissement en triple. Oui. Oui, parce que moi, ça donne que je suis père aidante aussi pour ma mère de 93 ans. Donc, ça ajoute un autre volet, disons ça, là, aux charges que les parents peuvent avoir, là. Mhm. Puis, tu sais, là, Gabriel, maintenant, demeure dans un appartement avec soutien, mais il reste qu'il y a quand même une charge mentale qui vient avec ça, de voir à, à combler ses besoins, là, que ce soit pour aller faire l'épicerie, les rendez-vous médicaux, euh, euh, son argent, gérer l'argent, la gestion de l'argent, c'est quand même une question assez importante. On veut qu'il garde une certaine autonomie, mais en même temps, c'est toujours la balance, là, jusqu'où on peut aller, puis tout ça. Fait que, Mhm. bref, c'est ça. Oui, c'est Ça un fait beaucoup commentaire de ça. très pertinent. D'ailleurs, c'est ce que le milieu de la proche aidante s'appelle la génération sandwich, les gens Ouais, ouais, qui c'est doivent ça. s'occuper de leurs enfants potentiellement non autonomes ou avec une autonomie différente, puis également s'occuper des parents qui sont vieillissants. Puis c'est vrai que ça fait une charge mentale absolument Ouais. incroyable et lourde, oui. Mm. Fait que c'est sûr qu'il n'y a pas il y a pas de solution à tout ça, là, parce que c'est, comment dire, la famille étant ce qu'elle est, souvent, si c'est dans tes valeurs, tu vas essayer de jouer ton rôle le plus efficacement, de la meilleure manière possible, là. Mhm. C'est ça. Fait que, tu sais, puis en plus, c'est comme à un niveau que rentrer des nouveaux intervenants ou avoir, comme tu dis, des gens qui viennent te donner un coup de main pour planifier ou tout ça, là, ça te tente moins. Mhm. Oui. Tu sais, t'as quand même une certaine expérience, t'as essayé plein de choses. Puis la personne qui arrive dans le dossier, elle, a pas eu connaissance de tout ça nécessairement, évidemment, là. Fait que j'aime bien l'approche me souviens plus comment elle s'appelle, la dame là, qui a parlé, là, mais le père est Mhm. beau. Oui. Je pense que c'est moins confrontant, je dirais, comme parent ou comme famille ou tout ça. Ok. Ben, merci. Oui, merci pour le commentaire. Est-ce qu'on avait d'autres questions ou commentaires? On pourrait aussi finir tôt, comme ça vous laisserait le temps de vous préparer pour vos activités de l'après-midi. Parfait. Je crois qu'on peut se laisser sur ces dernières interventions. De mon côté, puisque la rencontre d'aujourd'hui est enregistrée, je vais certainement vous la transmettre dans un message de suivi, mais je vais également vous faire parvenir les différentes ressources
qu'on a présentés aujourd'hui, portant justement sur le vieillissement et plus spécifiquement le vieillissement parallèle. Merci à tout le monde d'avoir participé. Puis, ah oui, j'aimerais terminer en disant que Revue organise d'autres activités à raison d'une fois par mois. La prochaine activité va être le 21 mai sur les activités adaptées. Donc, comment est-ce qu'on fait pour mettre en place des activités qui répondent aux besoins de personnes vieillissantes qui ont également une déficience intellectuelle ou qui sont également autistes. Je pourrais vous faire parvenir la programmation également dans le courriel de suivi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Karen.